Le 11 octobre 2005, à Chazay-d'Azergues, près de Lyon, Éric Boisserand découvre sa fille Marine, 20 ans, poignardée dans le salon de la maison familiale. J'ai hurlé, tout simplement j'ai hurlé. Il y avait du sang de partout, y compris contre les murs. Pour tous ceux qui connaissent Marine, c'est la stupeur. Qui pourrait en vouloir à la jeune femme au point de la tuer de 12 coups de couteau? S'agit-il d'une vengeance ou d'une dispute qui a mal tourné? D'un acte prémédité ou d'une pulsion meurtrière? Les coups sont vraiment le fruit d'une colère et d'une explosion momentanée. Quelle arme a utilisé le meurtrier? Et pourquoi a-t-il pris soin de faire disparaître certains objets? Pas d'indice, pas d'ADN, strictement rien. La justice et les gendarmes ont enquêté sans relâche, explorant toutes les pistes. Rôdeurs, vagabonds, récidivistes. Des soupçons ont pesé sur les proches. Famille, copains de classe, ex-petits amis. Ils m'ont dit, Ludovic, t'es ici, tu ressortiras pas. Des témoignages troublants ont été recueillis. C'était un homme de 30-40 ans. Le garagiste qui entend, c'est assez exceptionnel. L'auteur du crime. Quand ils ont dit que Marine était morte, j'ai dit c'est lui. De mystère en révélation, retour sur une enquête riche en rebondissements qui, 4 ans après, peut encore aboutir. Pour mieux comprendre ce qui a pu se passer, Arnaud Poivre d'Arvor et l'ancien grand flic Jean-Marc Bloch se retrouvent sur les lieux du crime. Jean-Marc, vous avez été pendant plus de 30 ans en police judiciaire, vous avez dirigé de grands services de police, dont le SRPJ de Versailles. Quelles sont vos toutes premières impressions sur ce crime? Une absence totale de logique. Je sais bien qu'un meurtre, c'est jamais logique, jamais rationnel. Ce n'est pas logique de tuer. Mais on sait qu'il y a des milieux familiaux, des situations sociales plus criminogènes que d'autres. Des gens dont le mode de vie, les habitudes, les fréquentations, les addictions peuvent attirer des ennuis. Et là, il n'y a rien de tout ça? Non. Une piscine, plusieurs voitures dans la famille, on est dans un milieu aisé, dans un quartier tranquille, et Marine était une étudiante de 20 ans, posée, à la vie calme. On ne voit rien qui puisse expliquer cette violence, mais ce n'est qu'une première impression. Et c'est en faisant le travail d'enquête qu'on se rend compte que la réalité est toujours plus compliquée. Et pour mieux comprendre, il faut remonter au tout début de l'affaire. Nous sommes le mardi 11 octobre 2005, à Chazay-d'Azergues, une belle journée d'automne. Il est un peu moins de 17 h. Ce mardi-là, Éric Boisserand rentre plus tôt que d'habitude. Visiteur médical de profession, il a bouclé ses rendez-vous de l'après-midi pour pouvoir être de retour chez lui avant 17 h. Il a rendez-vous avec le garagiste de Chazay pour faire réparer la vieille moto qui traîne dans son garage. Sa fille Marine, 20 ans, est déjà rentrée du lycée. Sa voiture est garée dans l'allée. Il est à peine 17 h quand Éric Boisserand franchit le seuil de sa maison. J'étais étonné que la télévision soit en route et sans personne. Bon, je ne me suis pas inquiété spécialement, sachant que ma fille était là, puisque sa voiture était là. Donc je me suis occupé de la moto, je l'ai sortie, etc. Et en revenant, j'ai appelé Marine. Et c'est là que j'ai vu donc la mare de sang derrière le sofa. Et je me suis précipité, j'ai vu Marine allongée dans une mare de sang, littéralement. J'ai hurlé, j'ai paniqué complet, j'ai cherché les téléphones, j'ai pas trouvé de téléphone, j'ai repris mon portable que j'avais heureusement sous la main. Dans un réflexe désespéré, Éric Boisserand appelle le docteur Jean-Pierre Micol, le médecin de famille. Il s'exprime ici avec l'accord des Boisserand et donc délié du secret médical. Et je reçois un coup de téléphone d'Éric Boisserand, le père de Marine, qui hurle dans le téléphone et qui me dit « Jean-Pierre, viens vite à la maison, c'est très grave ». Avant de quitter le cabinet médical, Jean-Pierre Micol prévient son associé, le docteur Estanov, qui termine une consultation. J'ai pris conscience de l'urgence au ton du docteur Micol qui partait en courant en me disant « Viens avec moi, il y a quelque chose de grave chez Éric Boisserand ». Donc il y a des tons qui font qu'on sait qu'on doit y aller. Tu pars à toute allure, je crois que j'ai dû griller le feu rouge sorti du cabinet. La maison est pas très loin et donc au bout de
2-3 minutes maximum, j'étais chez les Boisserand. Je me gare, je vois Eric qui s'avance vers moi sur la terrasse, en larmes, agité, et qui me dit, si je me souviens bien, « Jean-Pierre, c'est terrible, Marine s'est suicidée ». Je lui ai dit que j'ai trouvé Marine comme ça, dans cet état, est-ce qu'on peut faire quelque chose? Et Jean-Pierre est venu avec moi et m'a dit, d'un signe de tête, on ne peut plus rien faire. Il n'y avait pas de mouvement respiratoire. J'ai dû contrôler son pouls à la carotide. Et il n'y avait pas de doute. Marine était décédée. Donc j'ai hurlé. Tout simplement, j'ai hurlé. J'en voulais à la terre entière. J'ai dit, Eric, écoute, je ne pense pas que ce soit un suicide. Ne touche à rien. À mon avis, c'est un meurtre. Le docteur Estanov arrive chez les Boisserand quelques minutes après. Habitué des interventions d'urgence avec les sapeurs-pompiers, il n'a aucun doute sur la scène qu'il découvre. Il s'agit bien d'une scène de crime. Elle se trouvait dans le salon, entre la cheminée et le canapé, couchée sur le dos, la nuque posée contre le bord du canapé. Et il y avait du sang de partout, y compris contre les murs, côté gauche de la cheminée, et une nappe de sang par terre. Et elle ne respirait plus. Je n'ai pas fait plus, j'ai juste regardé. Les médecins ne peuvent plus rien faire pour Marine. Jean-Grégoire Estanov décide de prévenir les gendarmes. La brigade la plus proche se trouve à Anse, à 7 km du domicile des Boisserand. Cette attente est un mauvais film, c'est pénible, c'est tout ce qu'on ne réalise pas que Marine est là, morte à côté de nous et à côté de moi. Et voilà, c'est très pénible. On est encore maintenant. L'attente paraît interminable. Et pourtant, les gendarmes ne mettront que quelques minutes à arriver sur les lieux. Et tandis qu'ils commencent à les investir, Eric Boisserand sait que le plus dur reste à faire. Prévenir ses deux fils et sa femme Muriel. 4 ans après le drame, elle est encore trop marquée pour pouvoir nous répondre. J'ai appelé Muriel un quart d'heure après, en lui demandant de venir, sans lui dire ce qui s'était passé, bien sûr. Et on est allé attendre sa femme au bout du chemin. Et il a dû lui annoncer la nouvelle. Donc j'étais présent quand il lui a annoncé la nouvelle et c'était assez pénible. J'étais obligé de lui annoncer que Marine était morte, quoi. Et ensuite, les garçons, Loïs, je l'ai prévenu qu'on le prenait, que je le récupérerais donc au bus. Loïs, le plus jeune frère de Marine, apprend la nouvelle à son retour du lycée. À l'arrêt de bus, il y avait donc le maire, ma mère et mon père, et un médecin proche de la famille. J'ai démoli l'arrêt de car de Beaulieu, tout de suite en premier, pour évacuer, tout ce que j'avais accumulé en l'espace de 3 minutes. J'ai laissé éclater mes nerfs sur l'arrêt de bus et ensuite je me suis calmé un minimum. Il reste encore à prévenir l'aîné des deux garçons. J'ai appelé Pierrick et j'ai été le chercher chez lui, puisqu'il habitait à Lyon. Pierrick est alors étudiant en médecine. Et en fait, mon père est arrivé avec mon frère, je ne sais plus exactement à quelle heure, vers 7 h. Et là, ils m'ont appris la nouvelle. La première chose, c'est qu'on n'y croyait pas. Ça arrive que dans les films, c'est pas possible, quoi. Qui peut faire ça? Surtout qu'on ne voyait personne. Jamais eu de problème ni avec les voisins, ni avec personne. Donc c'est la stupeur. Vous savez, perdre une fille, perdre sa fille que dans ces conditions, c'est inacceptable, c'est insupportable, voilà, et ça l'est toujours. Nous sommes dans le salon de la famille Boisserand, sur la scène de crime. C'est à cet endroit précis qu'Eric Boisserand a trouvé le corps de sa fille, les pieds vers la porte-fenêtre, la tête coincée derrière le canapé. À part quelques éléments de décoration, rien n'a changé. La configuration des lieux est exactement la même qu'il y a 4 ans. On a vraiment le sentiment étrange que le temps s'est arrêté. Jean-Marc,
Quelle est la spécificité d'une scène de crime en intérieur, comme c'est le cas ici? C'est qu'on peut la protéger assez facilement contre des pollutions éventuelles. Si on trouve un corps en rase campagne ou dans la rue, la protection est plus difficile. Autre avantage, on est dans l'environnement familier de la victime. Oui. Donc les enquêteurs vont recueillir immédiatement toute une masse d'informations sur elle, sur sa vie. Et ils vont avoir un périmètre bien délimité pour la recherche de ces fameux premiers indices. Est-ce que la scène de crime a pu être polluée avant l'arrivée des gendarmes? C'est toujours très difficile à évaluer, surtout ici. Le corps est découvert par un proche. Imagine un peu le choc émotionnel. Dans ces cas-là, il y a souvent un phénomène de blackout. On oublie ce qu'on a fait. J'ai vu des témoins nous garantir qu'ils n'avaient touché à rien, alors que l'enquête a démontré que le corps avait été manipulé. Dans la panique, on s'agite, on piétine, on tournicote, et puis on cherche à voir, bien sûr, si la victime est encore vivante. C'est un réflexe naturel. Alors, Éric Boisserand se souvient qu'il a seulement poussé le canapé pour dégager la tête de Marine et qu'il n'a pas déplacé le corps. Et les 2 médecins qui sont arrivés 10 minutes plus tard lui ont dit surtout de ne toucher à rien. Partons du principe que la pollution de la scène de crime a été minimale. C'est un atout. Alors, en passant cette scène de crime au peigne fin, les techniciens d'identification criminelle de la gendarmerie nationale vont recueillir des informations déterminantes pour l'enquête, dont notamment un indice qui pourrait se révéler capital. Au moment où le corps est découvert, le salon est plongé dans la pénombre. Les volets de la porte-fenêtre de gauche sont fermés et la télévision est allumée. Aucun désordre apparent, aucune trace de lutte. Tous les meubles sont à leur place. Aucun objet de valeur n'a été dérobé. Apparemment, il n'y a pas eu d'effraction. Marine est allongée là, sur le dos, tout habillée, entre le canapé et la cheminée. Le haut du corps présente une dizaine de plaies au moins, visiblement provoquées par une arme blanche. La mare de sang se détache sur le carrelage clair. La brigade de gendarmerie de Anse est sur place à 17h20. 10 minutes plus tard, les gendarmes de Villefranche-sur-Saône arrivent en renfort. On serait cru carrément dans une scène de... les experts à chasser d'Azéry, avec combinaison blanche, bottes, masques, appareil photo, lumière, prélèvement. Fabrice Topin était alors commandant de la gendarmerie de Villefranche. Il a fait partie des premières équipes présentes sur la scène de crime. En général, le rôle de la première équipe qui intervient, c'est le gel des lieux, ce qu'on appelle le gel des lieux, c'est-à-dire empêcher que la scène de crime, enfin dès lors qu'on a évacué la notion de secours aux personnes, mais une fois qu'il y a eu certitude du décès, on interdit l'accès à toute personne pour figer les lieux dans l'attente de l'intervention des techniciens d'investigation criminelle. Les techniciens vont inspecter les moindres recoins de la maison des Boisserands, comme l'explique Olivier Etienne, procureur de la République de Villefranche-sur-Saône, aujourd'hui en charge du dossier. On va relever toute trace d'empreinte digitale, toute trace de sang, aux fins d'analyse génétique pour essayer de déterminer un profil et comparer ce profil avec notre base de données qui se trouve dans le fichier national des empreintes génétiques. Sur la scène de crime, les enquêteurs vont relever de multiples traces. Mais le salon n'est pas exclusivement réservé aux membres de la famille. Paraît-il qu'il y avait beaucoup d'ADN dans la pièce. C'est vrai que c'est une pièce à vivre où nous passons souvent, que ce soit les uns les autres dans la famille ou voir les amis. Dans ces conditions, les enquêteurs ont peu d'espoir d'isoler une trace vraiment suspecte. Qu'en est-il de l'arme du crime? On n'a pas retrouvé de couteau ensanglanté à proximité du corps. Mais sur le plan de travail de la cuisine, il y a un bloc Layol. Il est normalement prévu pour 6 couteaux, mais il n'en contient plus que 5. Marine a-t-elle été poignardée avec le couteau manquant? Personne chez les Boisserands ne se souvient si le bloc était complet avant le crime. Jusque-là, la moisson est bien maigre. C'est sur le carrelage du salon, tout près du corps de Marine, que les enquêteurs vont trouver leur premier indice solide. Par terre, ils observent de multiples traces de pas ensanglantées. Ces empreintes vont être comparées avec les chaussures de toutes les personnes qui ont marché dans le salon depuis la découverte du corps de Marine, à commencer par celle d'Éric Boisserand, le père, et des 2 médecins qu'il a appelés. Ce travail de discrimination permet d'éliminer toutes les traces de pas, sauf une. Il pourrait s'agir de l'empreinte du tueur. Mais comment exploiter un tel indice?
Bernard Ponce travaille au laboratoire de l'Institut national de la police scientifique de Toulouse. Il n'a pas travaillé sur l'affaire Boisserand, mais il est spécialisé dans l'exploitation des traces de pas dont il nous montre les grands principes. D'abord, la pointure, que l'on peut déduire facilement à partir de la taille de l'empreinte. Dans l'affaire Boisserand, ce premier examen a permis d'établir une pointure précise correspondant à un pied d'homme. Une étude plus poussée du dessin de la semelle a permis de connaître également la marque et le modèle de la chaussure. Il s'agit d'une chaussure de sport de marque américaine et d'un modèle très populaire vendu à plusieurs milliers d'exemplaires. Des informations extrêmement utiles pour l'enquête. Les gendarmes pourront, à chaque fois qu'ils pensent tenir un suspect, perquisitionner son domicile pour vérifier s'il possède des chaussures correspondant à cette description. Si c'est le cas, elles seront saisies pour être comparées avec l'empreinte retrouvée dans le salon des Boisserands. Lorsqu'il s'agit donc de chaussures de comparaison, eh bien on fait un relevé de la semelle de la chaussure. Pour ce faire, le principe consiste en fait à utiliser un léger corps gras et à en enduire la semelle. Et ensuite, donc, à développer cette semelle sur un papier blanc en chaussant la chaussure. La troisième phase étant d'utiliser une poudre dactyloscopique sur la même technique que les relevés d'empreintes digitales. Et ensuite de révéler cette semelle de façon à pouvoir la photographier au même rapport que la trace. Et lorsque j'ai ensuite les deux images, eh bien, je vais chercher les points particuliers, les éléments de détail qui pourront me permettre d'identifier les deux images. Chaque chaussure a son usure, ses défauts, qui rendent sa signature unique, comme une empreinte digitale. En comparant les détails caractéristiques de la semelle saisie avec l'empreinte relevée sur la scène de crime, on pourra donc éventuellement confondre un suspect. À ce jour, les enquêteurs n'ont pas retrouvé de chaussures correspondant en tout point à l'empreinte relevée près du corps de Marine. La trace de pas garde tout son mystère. Mais elle demeure un indice matériel capital dans une enquête qui en manque cruellement, comme le souligne la criminologue Anne-Rachel van der Horst, qui a épluché le dossier à la demande de la famille Boisserand. Le seul indice visible, c'est effectivement une trace laissée derrière par une chaussure. C'est une empreinte de chaussure. Est-ce que cette empreinte peut un jour ou l'autre orienter les enquêteurs vers l'auteur? Jean-Marc, première constatation. On sait tout d'abord qu'il n'y a pas eu d'effraction, ensuite qu'il n'y a pas de traces de lutte, ni de désordre particulier, et enfin que Marine a été poignardée à plusieurs reprises avant de s'effondrer derrière le canapé. Est-ce qu'on peut essayer de reconstituer un premier scénario criminel à partir de ces éléments? Il nous manque encore beaucoup d'informations, notamment des résultats d'analyse de police scientifique qui arriveront plus tard. Et à ce stade, on n'a toujours pas le rapport d'autopsie qui va apporter des précisions sur la façon dont les coups ont été portés et sur l'arme. C'est tous ces éléments qui vont permettre de comprendre comment s'est déroulé ce meurtre. Mais est-ce qu'on peut déjà faire des suppositions sur l'endroit où Marine a été attaquée? Marine a été tuée par une arme blanche. Elle a beaucoup saigné. Il y a énormément de sang là où le corps a été retrouvé, dans un rayon d'1 mètre autour, sur le bord du canapé, sur le carrelage et sur le côté de la cheminée. On peut penser que la plupart des coups ont été portés à cet endroit. Mais il est possible que Marine ait reçu un premier coup ici, dans la salle à manger, et que ses vêtements aient épongé le sang, qu'elle ait ensuite tenté de se réfugier dans le salon, là où l'agresseur l'a rattrapée. Le seul indice matériel dont on dispose pour l'instant, c'est la trace de pas sanglante retrouvée sur le carrelage. On sait qu'elle ne correspond à aucune des chaussures portées par les personnes présentes sur la scène de crime. Mais c'est pas grand-chose. Si, c'est énorme, Arnaud. Sur du carrelage, cette trace, elle est très nette. Les gendarmes ont donc la pointure. Et grâce au dessin de la semelle, ils connaissent la marque et le modèle de cette chaussure. En l'occurrence, une chaussure de sport. Des indices de cette nature sur une scène de crime, c'est rare. Ça va permettre de faire des recoupements, des rapprochements, de confirmer des soupçons, mais on n'en est pas encore là. On n'en est encore qu'au tout début de cette enquête. Avant d'en arriver à d'éventuels suspects, les enquêteurs vont devoir reconstituer l'emploi du temps de Marine ce mardi 11 octobre. Et là, ils vont obtenir des résultats exceptionnels dans le cas d'un homicide, puisqu'on est en mesure de retracer avec une précision incroyable les derniers instants de Marine. Mardi 11 octobre 2005, 7h40. Marine quitte la maison de ses parents à Chazé d'Azergues au volant de son Opel Corsa blanche. Elle adresse un dernier mot à son père.
Elle m'a dit bah, papa ce soir. Je me souviens toujours de ses paroles. Donc voilà. Et le soir, bah, je l'ai retrouvée allongée là, à côté. Marine est accompagnée de son petit frère Loïs. Ils sont tous deux scolarisés au lycée professionnel Notre-Dame de Villefranche-sur-Saône, à 13 km de Chazay. Loïs en classe de seconde, Marine en deuxième année de BTS comptabilité. Un mardi matin comme les autres, à un détail près. Pendant la première heure de cours, Marine et ses camarades apprennent que leur emploi du temps de la journée est modifié. Madame Dumas, leur prof de comptabilité chargée du cours de l'après-midi, est absente. Gaël, un des camarades de classe de Marine, se souvient. C'est quelque chose qui arrive de temps en temps quand on est au lycée. Et bon voilà, les faits sont arrivés ce jour-là, alors que comme par hasard, on n'a plus de cours. On avait parlé de se faire une après-midi ensemble, mais bon, ça a été annulé finalement. Midi. À la sortie du lycée, Marine retrouve Alain, un vieux copain. Ils vont déjeuner ensemble dans ce restaurant chinois à la périphérie de Villefranche. Un peu après 13h30, Marine dépose Alain à la station-service dans laquelle il travaille en tant que pompiste. Ils discutent un moment, puis Marine passe à la Compagnie Générale des Eaux, dans le même quartier, pour y déposer un dossier de stage. Elle a prévu de retrouver Aurore, une ancienne copine de classe de passage à Villefranche, en fin d'après-midi. Elle a donc 3 heures devant elle et choisit de rentrer chez elle. Généralement, Marine, elle s'occupait, soit elle regardait un petit peu la télé, soit elle allait sur Internet, soit elle travaillait sur ses cours, et sa vie toute simple d'étudiante. Marine est seule à la maison. L'expertise de son ordinateur a montré qu'elle l'avait allumé à 14h30. Elle travaille donc dans sa chambre, puis elle va s'installer sur un des canapés du salon pour regarder la télé. Au cours de l'heure qui suit, elle échange plusieurs SMS avec son amie Aurore. À partir de là, tout s'accélère. 16h11, Aurore appelle Marine sur son portable pour lui confirmer qu'elles pourront se retrouver plus tard à Villefranche. Avant de raccrocher, Marine dit à son amie « Je termine quelque chose et je pars dans 10 minutes ». Aurore est la dernière personne à l'avoir entendue. « 16h32, le téléphone fixe de la maison appelle le portable de Pierrick, l'aîné des 2 frères, qui vit à Lyon. Mais l'appel n'aboutit pas. Le numéro a été composé et a commencé à être envoyé, mais il a été coupé tout de suite. C'est une question que je me pose tous les jours depuis 4 ans, savoir pourquoi, quelle raison elle a essayé de me joindre, qu'est-ce que j'aurais pu faire. Marine avait-elle une question urgente à poser à son frère? A-t-elle été interrompue par une visite? À 16h36, 4 minutes après, le portable de Marine passe un appel chez ACL, le garage automobile où les Boisserand ont l'habitude d'acheter et de faire réparer leurs véhicules. Le responsable du garage, José Munoz, est tout seul ce jour-là. Je reçois un coup de téléphone. Donc je décroche, je dis allô, personne qui répond. Encore allô, 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 personne. Puis j'entends des bruits sourds, une voix forte, comme si un patron disait à son employé « Fais pas ci, où tu vas ?» Un bruit sourd, en fin de compte, comme si le téléphone était dans la poche, et ça engueulait la personne qui était à côté de lui. C'était pas un gamin d'un homme 30-40 ans. Enfin, après un bruit sourd comme si ça courait ou ça marchait, et après plus rien. José Munoz a certainement entendu la voix du tueur. Dans la panique, Marine a-t-elle fait une fausse manipulation? Probable. ACL, qui commence par la lettre A, était donc en tête du répertoire de son téléphone. Quand elle passe l'appel, Marine est-elle déjà sous la menace de son agresseur? Déjà blessée? 16h43, 7 minutes plus tard. Aurore tente de joindre une nouvelle fois Marine pour la prévenir qu'elle aura un peu de retard. Le portable sonne dans le vide. À partir de ce moment-là, tous les appels aboutissent sur la messagerie. Pour l'avocat de la famille Boisserand, maître Gilles-Jean Portejoie, la succession et le minutage des appels permettent de tirer une conclusion essentielle. Lors du crime,
est très clair dans ce dossier. C'est une des rares certitudes que nous avons. Le crime, à mon avis, se déroule à 16h35, 16h36, 16h37. Le point culminant, c'est le coup de fil qui est passé, de manière accidentelle, à mon avis, par le portable de Marine, à ce garagiste qui prend la communication et qui entend, c'est assez exceptionnel, en direct, en quelque sorte, l'auteur parler, crier, l'auteur du crime. Là, on a cet élément qui me paraît un élément primordial, mais difficile à exploiter. 17h. Éric Boisserand rentre chez lui et découvre le corps de Marine. À quelques minutes près, il a peut-être croisé, sans le savoir, l'assassin de sa fille. C'est très frappant, Jean-Marc, cette chronologie des faits. On peut la retracer à la minute près. Oui. C'est un vrai plus pour l'enquête. Le plus souvent, le légiste donne un créneau probable pour l'heure du décès. Et plus le corps est découvert tard, plus la fourchette est large. Ça peut aller jusqu'à plusieurs heures, voire plusieurs jours. Là, on sait que Marine essaie d'appeler son frère Pierrick à 16h32 avec le téléphone fixe de la maison. Et ce qui est très intéressant, c'est que le numéro du portable de Pierrick n'est pas en mémoire dans ce téléphone. Il faut qu'elle compose intégralement les 10 chiffres. Et on n'a pas le sentiment que c'est le geste de quelqu'un qui serait en danger. Donc, a priori, à 16h32, Marine est libre de ses mouvements. L'agression n'a pas encore eu lieu. Mais 4 minutes plus tard, à 16h36, le portable de Marine appelle le garage ACL. Est-ce qu'il peut s'agir d'un appel de détresse? Certainement. L'explication est logique. Marine est menacée, elle veut passer un appel au secours. Regarde, ce modèle de téléphone portable est identique à celui de Marine. Dans la panique, elle appuie à 2 reprises. D'abord sur cette touche, puis sur celle-là. Et donc, elle appelle le premier numéro en mémoire dans ce téléphone. Et c'est celui du garage ACL. Mais M. Munoz, le garagiste, n'a rien entendu d'intelligible, seulement une voix d'homme lointaine, qui parlait vivement. On a donc un témoin auditif. Et surtout, M. Munoz entend une voix d'homme, ce qui permet d'écarter l'hypothèse d'un crime commis par une femme. À 16h36, quand elle appelle ACL, Marine est-elle déjà blessée? Ça, seul le meurtrier le sait. Tout ce qu'on sait, nous, c'est que son amie Aurore appelle Marine 7 minutes plus tard. Et le portable sonne dans le vide. Il n'a donc pas été éteint? Non. À ce moment-là, Marine n'est plus en état de répondre. Ce qui resserre encore plus le créneau de l'heure probable du meurtre, un peu après 16h30. Mais il reste encore beaucoup de questions en suspens. Comment les coups ont-ils été portés? Quelle arme a été utilisée? Marine s'est-elle défendue ou bien a-t-elle été attaquée par surprise? Des questions essentielles pour la suite de l'enquête, auxquelles seule l'autopsie peut fournir des réponses. Le jeudi 13 octobre, surlendemain du meurtre, l'autopsie du corps de Marine est réalisée au centre hospitalier de Villefranche-sur-Saône. L'examen révèle au total 12 coups de couteau. L'un des coups a été porté au niveau de la trachée, les autres à travers les vêtements, sur la partie haute du thorax, à la fois devant et dans le dos. Aucun de ces coups n'a entraîné directement la mort. Marine a succombé à une hémorragie massive. Par ailleurs, le corps ne présente pas de traces d'agression sexuelle. Bernard Marc est expert près la cour d'Amiens et dirige l'unité de médecine légale du centre hospitalier de Compiègne. Selon lui, l'enchaînement des coups a été très rapide. Donner une douzaine de coups de couteau, c'est l'espace vraiment de très peu de temps. Il y a forcément au moment où les coups commencent à être donnés, une victime qui, lorsqu'elle n'est pas incapacitée, aurait pris la fuite, serait partie. Ce qu'on sait, c'est que là, on est dans un espace clos, très peu important, donc les coups ont forcément été donnés dans un espace de temps très court. Il n'a probablement pas fallu plus d'1 minute au tueur pour asséner ces 12 coups de couteau. Une attaque éclair. Le corps de la victime ne présentait pas de traces de violence apparente résultant d'une lutte. Tout semble indiquer que Marine a été frappée par surprise, sans même avoir le temps de parer les coups. Son corps ne présente ni hématome, ni lésions de défense. Les lésions de défense, c'est par exemple le fait d'empoigner une arme, de la tenir, d'essayer de la maintenir avec les mains, et forcément elles vont être situées à la face palmaire des doigts. Et puis des lésions de protection, je me protège en levant mon bras, je vais donc recevoir des coups qui sont à la face postérieure et interne, donc des éléments qui vont être remarqués, vus,
et qui vont, selon leur situation, expliquer un petit peu dans quelle position était la victime et quels sont les gestes qu'elle a pu commettre. En analysant les points d'impact et l'orientation des plaies, le légiste peut apporter des informations essentielles sur l'auteur, et notamment sa taille. Pour que le coup horizontal qu'on va retrouver sur la peau ait été porté à une certaine hauteur, il faut donc que, par rapport à la taille de l'auteur, il soit au moins arrivé à ce niveau. Donc on va avoir cette idée selon l'orientation du cou, selon l'aspect sur la peau, et c'est vrai qu'on pourra différencier quelqu'un de 1m75, 80, 85, de quelqu'un qui ferait une taille d'1m60, qui ne serait pas en mesure de donner des coups aussi hauts, ou s'il les donne hauts, les donnera avec une orientation montant du bas vers le haut, et non pas quelqu'un qui va faciliter son geste et donner un geste du haut vers le bas. De la même manière, les positions supposées de la victime et de son agresseur, l'angle et la profondeur des coups, permettent de déterminer si le tueur était droitier ou gaucher. Conclusion. La personne suspecte serait un homme droitier, mesurant entre 1m75 et 1m80. L'autopsie permet aussi d'en savoir plus sur les caractéristiques de l'arme utilisée. Quelle est la taille de l'arme? Quelle est la taille de la lame? Est-ce que ce sont des coups d'estoc, c'est-à-dire est-ce que la lame a été plantée? Ou est-ce que ce sont des coups de taille et la lame va avoir décrit un trajet qui est un peu en virgule, en queue de rat, dit la description. Chaque plaie est mesurée, ce qui permet d'estimer la puissance des coups portés, les dimensions de la lame, longueur, largeur, mais aussi le type de lame. Par exemple, un couteau à double tranchant va laisser une marque en forme d'ogive, alors qu'avec un couteau à simple tranchant, le talon marquera un bord droit. En s'appuyant sur ces différentes techniques, l'autopsie du corps de Marine conclut que l'arme qui l'a tué a une lame à simple tranchant qui mesure entre 10 et 15 cm de long et 1,5 à 2 cm de large. Il pourrait s'agir d'un couteau standard, type Opinel ou Laguiole. Jean-Marc, on a constaté qu'il manquait un couteau correspondant à cette description dans la cuisine. Est-ce qu'il peut s'agir de l'arme du crime? Le problème, c'est que personne dans la famille Boisserand ne se souvient s'il ne manquait pas déjà un couteau avant les faits. En tout cas, si le meurtrier s'est servi d'un couteau qu'il a trouvé sur place, ça nous oriente vers un crime pulsionnel. Sous le coup de la colère, il a saisi la première arme qui lui tombait sous la main. Pour autant, on ne peut pas totalement écarter l'hypothèse de la préméditation. Non, car encore une fois, le couteau manquant dans la cuisine n'est pas forcément l'arme du crime. Le meurtrier a très bien pu venir avec sa propre arme. Selon nos informations, l'autopsie indiquerait qu'il s'agit d'un modèle de couteau très courant. Oui, et hélas, ça ne nous renseigne pas sur le profil du meurtrier. Beaucoup d'hommes se baladent avec un couteau dans la poche. L'autopsie a révélé 12 coups. Ça fait penser à une explosion de rage, extrêmement violente, extrêmement rapide. Un coup de folie. Pour donner 12 coups de couteau, il faut être au contact de la victime, la toucher, la sentir. C'est pas un ordre de sang-froid, c'est vraiment un déchaînement de rage pulsionnelle. Et une fois que le rage est passé, le meurtrier redescend, il reprend ses esprits. Et dans le cas de Marine, on sait qu'il a quitté très rapidement les lieux et qu'il n'a laissé qu'une seule trace derrière lui, l'empreinte de sa semelle sur le carrelage du salon. Mais les enquêteurs ne vont pas s'intéresser uniquement à ce qu'on retrouve sur la scène de crime. Ils vont aussi s'intéresser à ce qu'on ne retrouve plus, et notamment 3 objets dont la disparition n'est pas tout à fait anodine. La première absence que remarquent immédiatement les gendarmes, c'est bien sûr celle du 6e couteau du bloc de la cuisine. Le deuxième objet manquant soulève tout autant de questions. Quand Éric Boisserand a découvert sa fille, son premier réflexe a été de chercher le téléphone fixe du salon. Mais le combiné sans fil a disparu. Troisième objet manquant, le téléphone portable de Marine qui reste introuvable. Or, c'est justement depuis ces 2 téléphones qu'ont été passés les 2 appels inexpliqués au moment du meurtre. L'appel à Pierrick, le frère aîné, depuis le fixe à 16h32, puis l'appel au garage ACL, depuis le portable de Marine à 16h36. On s'en est rendu compte immédiatement, savoir qu'ils n'étaient pas là. J'ai même essayé d'appeler le soir sur le téléphone, savoir si on l'entendait, sans aucun résultat.
Dès le soir du meurtre, le 11 octobre 2005, les gendarmes commencent à ratisser les environs, à la recherche du couteau et des téléphones sur lesquels ils espèrent retrouver des empreintes digitales ou des traces d'ADN. Ils étaient, je crois, 100 ou 120 personnes à chercher autour de la maison pour des indices. Le combiné de la ligne fixe, se trouvant hors de portée de sa base, ne peut plus recevoir d'appel. Il n'est donc pas localisable. Le seul moyen de le retrouver, c'est le ratissage systématique des alentours de la maison et l'utilisation de détecteurs de métaux. Même chose pour le couteau. En revanche, il est possible de localiser précisément un téléphone portable. David Nakache, expert en informatique et en téléphonie, nous explique le principe de cette technique appelée la triangulation. Alors, pour localiser un téléphone qui aurait été jeté et qui serait immobile, on procède de la façon suivante. J'ai représenté 3 stations de base qui ont chacune dans son périmètre un certain nombre de téléphones mobiles. Alors, intéressons-nous à ce téléphone mobile qui se trouve ici au centre. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va demander à ces 2 stations de base, la bleue et la verte, de mesurer la puissance du signal reçu. Et donc, on va pouvoir inférer qu'il est beaucoup plus proche de la bleue que de la verte. Mais cette première mesure fournit 2 positions possibles pour le téléphone recherché. Afin de déterminer la bonne position, il faut utiliser une 3e antenne. C'est cette technique que vont appliquer les gendarmes pour localiser le portable de Marine. Et ils ont cherché, dans un premier temps, je crois qu'il y avait à peu près 10 km², ce qui était énorme. Et puis ça s'est affiné à 1 km² autour de la maison et plus spécialement au sud de la maison. Malgré les efforts déployés, on ne les a jamais retrouvés. Je dis au juge, battons-nous, employons d'autres moyens. Il est impensable qu'on ne puisse pas retrouver physiquement, matériellement, ces 2 téléphones qui sont à quelques centaines de mètres de la maison. Et au jour d'aujourd'hui, on ne les a toujours pas. Comment expliquer cet échec ? Entre le téléphone et les antennes qui reçoivent le signal, il peut y avoir des obstacles. Pierres, arbres, talus, lignes à haute tension. Le signal peut être perturbé, affaibli, et la triangulation est faussée. Mais le principal problème, c'est la durée de vie de la batterie. Celle du portable de Marine a tenu une dizaine de jours, puis l'appareil s'est éteint. Sans signal, il n'est plus possible de le géolocaliser. J'ai essayé de chercher moi aussi de mon côté. J'ai fait tout le tour de la maison, j'ai cherché aussi dans le moindre fourré. J'ai même élagué une partie du petit bois qui est derrière, enfin du petit taillis qui est derrière. Les factures téléphoniques remontant aux semaines précédant le meurtre ont été épluchées sans apporter d'indices déterminants. Après 4 années, les chances de déceler l'ADN du tueur sur l'un des téléphones sont proches de 0. Pourtant, si on le retrouvait, le portable de Marine pourrait encore relancer l'enquête. Tout ce qui est téléphonie, de manière générale, ça peut nous amener, oui, à établir des contacts, des fréquences d'appel, identifier des correspondants, donc nous orienter sur de nouvelles pistes. Comme tout ado, son portable, c'était son portable. Je veux dire, je pense qu'il y avait tous ses secrets dedans, il y avait tous ses contacts, etc. Enfin, c'était son livre intime. David Nakache, notre expert en téléphonie, nous démontre qu'on pourrait encore retrouver des informations décisives dans le portable de Marine, y compris des messages que l'on croyait effacés. Alors, supposons qu'on ait trouvé le téléphone mobile de la victime, on peut extraire du téléphone mobile la carte SIM. On rentre la carte SIM dans un adaptateur spécifique qui nous permet de la lire avec un logiciel d'analyse et on insère la carte. Alors maintenant, je vais commencer par examiner le contenu de la carte. Je vais explorer les messages GSM qu'il y a à l'intérieur de la carte. À première vue, la carte SIM utilisée pour la démonstration ne contient qu'un seul SMS. Avec une simple opération informatique, on obtient un résultat étonnant. On voit que tout d'un coup est apparu ici un message que je peux lire. David, bonne année 08, etc., etc. Donc ça, c'est un message qui a été effacé et je l'ai ressuscité en disant à la carte que ce message-là n'était finalement pas effacé. Malgré le fait que le téléphone soit hors tension, des informations restent et y résident pendant très très longtemps. Pour la famille de Marine, comme pour la criminologue Anne-Rachel van der Horst, il est capital de poursuivre les recherches afin de retrouver le fameux portable. Pourquoi il a pris justement soin de faire disparaître cet objet? On peut supposer 2 raisons. Soit il y a des éléments dans ce téléphone qui sont des indications sur les auteurs, sur l'auteur, soit l'auteur
n'a pas voulu que les téléphones restaient dans la maison auprès de la victime pour éviter qu'elle appelle au secours. Elle n'était peut-être pas encore décédée au moment où lui, il a quitté la maison. 4 ans plus tard, le portable rouille peut-être encore sous un arbre ou dans un fossé, à quelques centaines de mètres de la maison des Boisserand. Pendant plusieurs jours, une centaine de gendarmes a quadrillé le secteur et on n'a pas pu retrouver le portable de Marine, alors qu'on captait son signal. Ça paraît totalement invraisemblable. Il faut croire que dans la réalité, tout ne se passe pas comme dans les séries américaines, où le portable du héros est pisté mètre par Big Brother. C'est dommage d'ailleurs, parce que ce portable, il pourrait nous dire beaucoup de choses. Mais après 4 ans, si on le découvrait, avec le vent, la pluie, la neige, la rouille, on ne pourrait pas retrouver d'ADN ni d'empreinte digitale. En effet, ça paraît très peu probable, mais on l'a vu, la carte SIM pourrait encore nous dire beaucoup de choses. On sait en tout cas que le portable a continué d'émettre dans cette zone pendant plusieurs jours. Et il est sûrement encore quelque part, par là, sous un tas de feuilles, dans un buisson, peut-être même à quelques mètres de nous. Des promeneurs, des chasseurs ou des riverains ont pu tomber dessus. Quelqu'un aurait pu ou pourrait encore le découvrir demain, par hasard, en allant cueillir des champignons ou en promenant son chien. Cette personne doit se faire connaître auprès des enquêteurs. Parce que si on retrouve ce téléphone, ou bien sûr le couteau dont le meurtrier s'est servi, ça pourrait permettre de remonter jusqu'à lui. Mais ce n'est pas le seul espoir dans cette enquête. Non. On est dans une zone calme, mais pas inhabitée. Dans un coin comme celui-ci, toutes les allées et venues inhabituelles sont remarquées. Un visage qu'on ne connaît pas, une voiture qu'on voit pour la première fois. Et justement, en faisant leur enquête de voisinage, les gendarmes vont recueillir des témoignages très intéressants, en particulier celui d'une voisine qui habite au bout du chemin et qui est persuadée d'avoir vu le tueur. Chazé-d'Azergues est un petit village de 4000 habitants à une vingtaine de kilomètres au nord de Lyon. Une bourgade tranquille, plutôt résidentielle. La demeure des Boisserand est relativement isolée à la périphérie du village. Sans clôture ni alarme, elle est vulnérable aux intrusions. Mais Marine prenait toujours les précautions indispensables. Marine, quand elle était toute seule, de toute façon, elle s'enfermait. Donc, d'ailleurs, la clé était encore sur la porte. Donc elle a ouvert à quelqu'un. La porte-fenêtre, qui sert de porte d'entrée, ne peut pas être simplement claquée. Pour la refermer, il ne faut pas abaisser la poignée, mais la relever. Or, Éric Boisserand est formel, quand il est rentré chez lui, la porte était fermée. Avant de quitter les lieux, le tueur a donc eu le soin de relever la poignée. Il peut y avoir laissé ses empreintes, mais les personnes arrivées après le meurtre l'ont actionné à leur tour, effaçant ses indices éventuels. Plus rien à espérer de ce côté-là. C'est en s'éloignant du lieu du crime que les gendarmes vont faire une découverte capitale. L'enquête de voisinage les conduit chez Madame Bory, une habitante du quartier. Originaire du Portugal, elle vit à Chazet depuis 13 ans avec son mari et ses 3 enfants. Sa maison fait face à l'entrée du chemin des Aubépines qui mène à la maison des Boisserand. L'après-midi du 11 octobre 2005, à 16h45, elle rentre en voiture de son travail lorsque soudain, un véhicule lui coupe la route. Je roulais vite et j'ai freiné, donc je vois cette personne par le rétroviseur de la fenêtre et j'ai vu qu'elle était toute rouge. La figure était rouge. Il était à la bouche toute défigurée, quoi. Lui, il ne regardait même pas si quelqu'un venait en bas, si quelqu'un venait d'en haut. Hein. Il a coupé la route, il est parti. Hein. Madame Bory décrit un véhicule de type monospace de couleur grise. Son fils de 9 ans, qui l'attend devant le portail, lui affirme qu'il a vu cette même voiture entrer dans le chemin un quart d'heure plus tôt. Pour Madame Bory, cela ne fait aucun doute, elle a vu l'assassin de Marine. Quand ils ont dit que Marine était morte, j'ai dit c'est lui. Moi, je dis c'est lui. Madame Bory a pu fournir aux enquêteurs une description physique du conducteur. Un jeune homme, oui, un jeune homme jaune. Ça se voit, un grand, cheveux châtain clair, visage plongué. Donc c'était un bel garçon, voilà. Arrivé à 16h30, départ à 16h45. Le créneau colle parfaitement avec l'heure du crime déterminée par les appels téléphoniques. Les enquêteurs ont donc recherché tous les hommes pouvant correspondre à la description dans l'entourage de Marine ou dans les environs. À ce jour, tous ceux qui ont été appréhendés avaient des alibis solides.
aucune charge n'a pu être retenue contre eux. Jean-Marc, avec tous les éléments dont on dispose maintenant, nous allons essayer de reconstituer la séquence criminelle pour visualiser les différentes étapes du meurtre. D'abord, l'arrivée. Le meurtrier arrive ici par l'allée. C'est ce qui semble le plus évident, à moins de couper à travers ces taillis, mais selon le témoignage du fils de Madame Bory, qui habite à l'entrée du chemin, à 100 mètres par là, une voiture grise de type monospace a tourné dans ce chemin aux alentours de 16h30. Admettons qu'il s'agit de l'agresseur. Il se gare donc ici, à l'entrée de la maison. Ce mardi après-midi, il y a déjà 3 voitures, celle de Marine, celle de sa mère et la voiture personnelle de son père qui, ce jour-là, utilise sa voiture de fonction. Pourtant, ça ne l'arrête pas. Rien ne dit qu'il soit venu dans l'intention de tuer. Et rien ne dit non plus qu'ils ne connaissent pas suffisamment les habitudes de la famille pour savoir que Marine est seule à ce moment-là. Éric Boisserand dit que quand elle est seule à la maison, sa fille a l'habitude de s'enfermer à clé. Mais quand il rentre à 17h, il constate que cette porte n'est pas verrouillée. On n'a pas trouvé de traces d'effraction. Marine a donc ouvert la porte elle-même. Donc on peut penser qu'elle connaissait son agresseur? C'est ce qui paraît le plus logique. Mais il faut faire attention. Un inconnu a pu employer la ruse pour la convaincre d'ouvrir cette porte. Un colis à livrer, ma voiture est en panne, est-ce que je peux utiliser votre téléphone? En tout cas, elle lui ouvre. Une fois à l'intérieur, il va se retrouver face à Marine. La conversation commence ici, dans l'entrée. À un moment, le ton monte, ça dégénère. Le visiteur va se saisir d'un couteau, pourquoi pas celui de la cuisine? La cuisine, elle est là, juste à côté. Il suffit de quelques secondes pour y aller, s'emparer d'un des couteaux du bloc et revenir. Mais il peut aussi avoir son propre couteau dans une poche. Il s'en empare, le sort et la menace. Et c'est peut-être à ce moment-là que Marine, paniquée, essaye de se servir de son téléphone portable et qu'elle appelle le garage ACL, le premier numéro de son répertoire. Ouais. Monsieur Munoz entend une voix assourdie, comme si on tenait ce téléphone serré dans une main ou dans une poche. En tout cas, il entend une voix d'homme en colère. Et il l'attaque ici, dans la salle à manger? C'est possible. Il peut la frapper une première fois ici. Elle tente de se réfugier dans le salon. Et là, il la rattrape. Mais dans cette pièce, il n'y a aucune trace de sang. Donc la majorité des coups a dû être portés à l'endroit où on trouve le corps, dans le salon. On retrouve le corps de Marine ici, entre la cheminée et le canapé, comme si elle avait voulu se cacher derrière pour se protéger. Ouais, mais la malheureuse, elle est piégée, c'est un cul-de-sac. Son agresseur la rattrape et il la frappe 12 fois, dans le dos, à la poitrine et dans le cou. Ce qui veut dire, si on compte quelques secondes entre chaque coup, que l'agression a duré moins d'1 minute. Mais la rage va retomber rapidement et il s'éloigne. C'est à ce moment-là qu'il laisse sa trace de semelle sur le carrelage. Probablement. Et à présent, il a retrouvé complètement ses esprits, puisqu'il pense même à prendre le téléphone fixe, et c'est sûrement pour empêcher Marine de donner l'alerte. Et il repart en laissant agoniser Marine. Il a toujours l'arme à la main, puisqu'on ne la retrouve pas. Ensuite, il ressort par là où il est entré, puisque c'est la seule issue qui est restée ouverte. Quand il sort de la maison, le tueur doit être couvert de sang, au moins les mains. Comment se fait-il qu'on n'ait pas retrouvé de traces sur la poignée de la porte? Il a pu actionner cette porte avec son coude, par exemple. Et puis, tout s'est passé très vite, quelques minutes à peine. La porte-fenêtre a aussi pu rester ouverte pendant ce temps-là. Mais quand Éric Boisserand rentre chez lui, un quart d'heure plus tard, cette porte est bel et bien fermée. Le meurtrier peut aussi s'être lavé les mains dans la piscine, avec une telle quantité d'eau. Le degré de dilution ne permet pas de retrouver de traces de sang dans l'eau. Ensuite, il referme la porte. À notre connaissance, s'il y a eu des relevés d'empreintes digitales sur cette poignée, ils n'ont rien donné. Ensuite, le meurtrier s'en va comme il est venu. Ouais, Madame Bory dit que vers 16h45, elle voit un monospace gris quitter le chemin à vive allure en direction du village de Charnay. Avec cette reconstitution, on a vraiment l'impression que Marine pouvait connaître son agresseur. C'est une hypothèse qui colle plutôt bien avec ce qu'on observe sur la scène de crime. Pas d'effraction, pas de lutte. Le tueur semble connaître les lieux et les habitudes de la famille, mais c'est en creusant dans la vie de Marine, dans son passé et ses relations, qu'on pourra tenter de le confirmer. Il faut donc interroger ses proches, ses amis, ses ex, pour savoir qui elle était vraiment. C'est ce travail indispensable à l'enquête qu'on appelle victimologie, un travail difficile puisque d'une certaine façon, il va redonner vie à la victime. En octobre 2005, Marine mène une vie d'étudiante apparemment heureuse, entourée de sa famille et de ses amis. Pour eux,
elle restera toujours cette belle jeune femme de 20 ans, élancée, aux cheveux blonds et au regard clair. Belle, intelligente. Un très joli visage. Elle était heureuse de vivre. Ouverte d'esprit. Tout le temps active. Et franche, très franche. Moi j'ai des souvenirs de soirée où autour d'une tablée on rigolait. C'était des très bons souvenirs. Née à Lyon le 29 mars 1985, Marine grandit dans la maison familiale de Chazay avec ses 2 petits frères, Pierrick et Loïs. Une enfance sans nuages. Marine, quand elle était toute petite, elle courait partout. C'était la petite sportive, c'était le petit bout d'entrain. On les courait après tout le temps. Jolie comme tout et ma fille, quoi. Avec Loïs, le dernier, elle était cul et chemise, comme on pourrait dire. Comme tout petit dernier, on est un peu plus chouchouté, donc on a plus tendance à faire des bêtises. Et pour moi, c'était celle qui venait, qui me recadrait un peu quand il n'y avait pas mes parents. Donc c'était vraiment la grande sœur qui était là derrière moi. Avec moi, je sais qu'elle était toujours présente lorsque j'avais besoin de ci ou de ça. Elle avait un gros cœur et c'est ce qui la caractérise principalement. Marine entretient une relation particulièrement fusionnelle avec sa mère, Muriel. Très complice, elles passent beaucoup de temps ensemble. Marine n'avait pas de secret pour sa mère. C'est vrai qu'elle se confiait moins à moi, c'est normal. Enfin, j'ai pas le même rôle. Mais il n'y avait pas de cachotterie avec Marine, jamais. Elle fait toute sa scolarité à Chazay d'Azergues jusqu'au collège. À l'adolescence, elle connaît quelques difficultés et s'oriente en BEP de comptabilité au lycée Notre-Dame de Villefranche-sur-Saône. Elle trouve une motivation nouvelle pour ses études et obtient un bac STT. Puis, poursuit en BTS de comptabilité avec un objectif en tête, devenir expert comptable. Elle était certainement ambitieuse, oui. Pour aller jusqu'à expertise comptable, ça fait quand même un sacré nombre d'années d'études. Et elle était très appliquée et puis elle faisait le travail comme il le fallait, quoi. Contrairement à certains autres. Moi-même. Marine est bien dans sa peau. Pas de soucis d'argent, pas d'angoisse. Y a-t-il dans cette vie apparemment si sage une zone d'ombre qui pourrait expliquer la rage avec laquelle elle a été attaquée? Dans sa vie, on ne trouve rien de spécifique. Elle n'a pas fait du mal à quelqu'un. Elle n'était pas dans des réseaux criminels, voire obscurs. Il n'y avait pas de raison particulière claire pour la tuer. Donc, quels sont les autres motifs pour en vouloir autant à une personne si ce n'est pas pour des objets matériels ni pour des agressions sexuelles ou autre chose, mais il reste très peu de choses, effectivement, des liens affectifs. Marine aime être amoureuse. Elle plaît aux garçons et ne reste jamais très longtemps célibataire. Depuis l'adolescence, elle a eu plusieurs aventures, plus ou moins sérieuses, plus ou moins passionnées. Ludovic Pierrefeu est son dernier petit ami en date. Ils étaient dans la même classe. On était vraiment très souvent ensemble. On était, presque toute la journée, on était ensemble. Et ensuite, c'était pas tous les jours, mais ça arrivait, je sais pas, peut-être une ou deux fois par semaine que l'un allait chez l'autre, quoi. Plus les week-ends. Au bout de 4 mois, Marine ne semble plus aussi amoureuse. Elle confie à ses proches qu'elle s'ennuie, qu'elle cherche quelqu'un de plus mûr. Peu à peu, elle s'éloigne de Ludovic. En juin 2005, elle lui annonce brutalement qu'elle le quitte. J'étais amoureux. Donc au début, je dirais que je l'acceptais pas trop. Je l'ai un petit peu mal vécu. Donc moi j'avais essayé de la rattraper, quoi que ce soit. Elle n'a pas voulu qu'on continue. Après la séparation, Marine se concentre sur ses études. Sa vie de célibataire semble lui convenir. Jusqu'au 1er jour d'octobre. Je dirais environ une semaine avant les faits. Marine, je l'ai sentie un petit peu... comment dire? Je l'ai sentie un petit peu distante. Elle restait un petit peu dans son coin. Elle parlait pas trop. Elle parlait pas trop, quoi. C'est vrai que le vendredi soir, notamment, on avait fait une petite soirée, je crois qu'on était 4 ou 5, je ne sais même plus où. Et elle nous avait un peu parlé
nous avait dit une phrase du genre de toute façon, mes problèmes, ça vous intéresse pas, vous vous en foutez. Alors que pas du tout, donc elle s'était un peu braquée. Mais bon, c'est sûr qu'avec le recul, maintenant, on se dit qu'on aurait dû pousser un peu dans le discours, quoi, dans la discussion. A-t-elle eu des problèmes qu'elle aurait cachés à sa famille, et même à sa mère, à qui pourtant elle dit tout? A-t-elle eu un différend avec quelqu'un, suscité des jalousies, des rancœurs? Marine est une forte tête, qui n'a pas sa langue dans sa poche. Quand il y avait un truc qui lui plaisait pas, elle le disait tout de suite sans tourner autour du pot, quoi. Elle disait les choses tellement franchement qu'elle se prenait un petit peu la tête avec ses amis. Bon, c'est un très fort tempérament, mais derrière ça, il y avait quelqu'un de très, très charmant et adorable, quoi. On ne lui connaissait pas d'ennemi déclaré. Est-ce qu'elle a vu quelque chose qu'elle n'avait pas à voir? Est-ce qu'elle a participé à une soirée où effectivement elle ne devait pas être? J'en sais rien, enfin on peut tout imaginer, mais c'est pas le style de Marine, elle n'aimait pas les embrouilles, elle n'aimait pas les conflits. C'est une fille, quand on en parle avec les gendarmes, ils n'ont rien contre elle. Ils n'ont rien trouvé dans sa vie personnelle de caché. Le tueur est-il un proche de Marine ou bien s'agit-il d'un inconnu qui aurait cédé à une pulsion meurtrière? Les enquêteurs ne doivent éliminer aucune piste. Ils vont donc travailler parallèlement sur les deux hypothèses. Pour plus de clarté, nous allons les examiner l'une après l'autre, en commençant par l'hypothèse du tueur opportuniste. Nous sommes en 2005. Le nom de Francis Holm est dans toutes les têtes et particulièrement dans celle des gendarmes. Holm, ce routard du crime qui voyageait d'un centre d'hébergement à l'autre en semant des cadavres aux quatre coins de la France. En 2005, il est sous les verrous depuis plusieurs années. Mais l'image du vagabond meurtrier est toujours présente à l'esprit des enquêteurs. Et en cherchant dans cette direction, les gendarmes vont trouver ce qu'ils pensent être un suspect très sérieux. 15 jours après le meurtre de Marine, l'enquête est confiée à la section de recherche de Lyon, qui met en place une cellule spéciale. Pendant 2 ans, 12 hommes se consacrent à plein temps à l'affaire Boisserand. Ils explorent entre autres la piste du tueur opportuniste, inconnu de Marine et de sa famille. Un rôdeur, un vagabond, qui l'aurait attaqué sous le coup d'une pulsion. La première chose qu'on s'est dit, c'est que c'est quelqu'un, un intrus extérieur, un fou, quoi, qui est rentré et qui, voilà, comme il est fait. Les premières investigations des gendarmes vont porter sur l'Abri, un centre d'hébergement et de réinsertion horticole proche de la maison des Boisserand. Ce foyer accueille principalement des hommes en grande difficulté sociale, dont certains ont eu des démêlés avec la justice. Quelques-uns effectuent des travaux de jardinage dans le quartier, tous sont amenés à y circuler. Ce centre, qui est à une centaine ou 200 mètres de l'habitation des Boisserand, faisait partie de l'entourage que l'on devait envisager dans notre enquête. Donc ça l'a été. C'est des gens qui vivaient à 200 mètres de la maison. Je n'ai pas spécialement de contact. Je les ai fait travailler pour tondre la pelouse une année, etc. On a toujours eu tous un peu peur le soir de cet abri. Il y a un truc qui m'a marqué, c'est un soir quand je rentrais du foot en vélo, je passais dans la grande rue et il y en avait 2 qui se jetaient des canettes de bière en verre sur la tête devant. Donc c'est vrai qu'après ça, je me suis dit, bon, c'est un peu... ils sont un peu barjots, quoi. Après, comme je dis, on n'est jamais sûr de rien. Et on ne peut pas savoir si c'est pas eux, si c'est pas un d'eux qui a pété un câble et qui est venu là. Le lendemain du meurtre, tous les résidents de l'Abri sont entendus. Des prélèvements ADN sont effectués sur chacun d'entre eux. Leurs chambres sont perquisitionnées, leurs emplois du temps vérifiés. Ceux qui manquent à l'appel sont activement recherchés. Dans un premier temps, la piste de l'Abri ne donne rien. Mais en recoupant les témoignages, les gendarmes remarquent des incohérences dans l'emploi du temps de l'un des résidents, un SDF de 32 ans, d'origine grenobloise, qui a quitté l'Abri peu après les premiers interrogatoires. Dans sa chambre, on a saisi une paire de chaussures de sport, pouvant correspondre à l'empreinte retrouvée dans le salon des Boisserand. Les enquêteurs se mettent alors activement à la recherche de l'individu. Ils retrouvent sa trace à Lyon, où il est finalement interpellé en octobre 2006, presque 1 an jour pour jour après le meurtre de Marine. Dans l'appartement qu'il occupe, les gendarmes vont découvrir ce qui ressemble à une véritable cascade de preuves. Un pantalon taché de sang, des vêtements de femme et une sacoche du laboratoire Sanofi, le laboratoire qui emploie Éric Boisserand comme visiteur médical. Tout accuse l'individu. Le procureur de l'époque le met en examen pour homicide volontaire et le place en détention provisoire. Les enquêteurs en sont persuadés, l'assassin de Marine est sous les verrous. Je vois le juge d'instruction le lundi à 14 h.
qui me montre une sacoche de la société Sanofi Aventis, et pensant que ça m'appartenait. Et effectivement, sur le coup, j'ai dit au juge d'instruction, bah oui, c'est ça, oui, effectivement, ça peut m'appartenir, oui, bien sûr, j'ai des sacoches qu'on remettait pour les congrès, etc., j'en ai en ma possession. Et il apparaît que la mallette professionnelle avait été créée par l'employeur du père de la victime, postérieurement au fait. La sacoche Sanofi a été fabriquée après le meurtre. Le suspect ne peut donc pas l'avoir dérobée chez les Boisserand. Le premier indice tombe. D'autre part, le juge d'instruction m'avait montré tout un tas de vêtements qui appartenaient à des jeunes filles. J'ai pas reconnu quoi que ce soit comme vêtements, et en plus Muriel, qui a vu aussi ces photos, n'a pas reconnu quoi que ce soit d'éléments pouvant appartenir à Marine. Le sang qui a été trouvé sur ces vêtements n'était pas celui de Marine Boisserand. Les analyses révèlent que le sang retrouvé sur le pantalon est celui du suspect. Et après d'ultimes vérifications, il semble que malgré l'imprécision de ses premières déclarations, il ne pouvait pas être sur les lieux du crime entre 16h et 17h le 11 octobre 2005. Après plusieurs enquêtes poussées, on permis de montrer que c'était pas lui. Coup de grâce. Après comparaison, il s'avère que la semelle de chaussure ne correspond pas à l'empreinte relevée sur la scène de crime. Les uns après les autres, les indices sont tombés. La piste se referme. Après 3 mois de détention provisoire, le suspect est relâché. L'enquête est au point mort. Au moment des faits, il y a 3 voitures qui sont garées devant la maison de la famille Boisserand, et je vois mal un rôdeur, comme ça, rentrer dans une maison qu'il s'est occupée. Donc je ne crois pas véritablement à cette piste, mais peut-être que je serai mis devant le fait accompli, et si nous trouvons le tueur, je serai ravi de me tromper. Si le suspect a été mis hors de cause, la piste du tueur d'opportunité ne pourra être définitivement refermée tant que l'on n'aura pas retrouvé l'assassin de Marine. Jean-Marc, dans les premiers temps de l'enquête, la piste du tueur opportuniste a semblé donner quelques résultats, mais le principal suspect a finalement été écarté. Reste la deuxième hypothèse, est-ce que selon vous, Marine pouvait connaître son agresseur? C'est une hypothèse intéressante, parce que même parmi ses proches, très peu savent que Marine est chez elle ce mardi après-midi. Je rappelle qu'elle était censée être en cours, et la classe n'a été prévenue que le matin même de l'absence du professeur. Donc les seuls qui sont au courant sont ses camarades de lycée. Et puis éventuellement des proches qu'elle aurait croisés, ou à qui elle aurait parlé au téléphone ou sur Internet, entre le moment où elle sort de cours à midi et le moment du meurtre, 4h30 plus tard. Les enquêteurs vont donc passer au crible son entourage, ses fréquentations, son passé amoureux. Ils vont chercher les mobiles éventuels, jalousie, rancœur, vengeance, et recouper les alibis. Qui pouvait en vouloir à Marine au point d'en venir au meurtre? Un proche de la famille? Un copain de classe? Un amoureux éconduit? Des éléments concrets orientent les enquêteurs sur la piste d'un tueur proche. D'abord, les 3 voitures garées devant la maison. Il y avait mon véhicule personnel qui est le véhicule familial, l'ancienne voiture de Muriel, donc il y avait cette deuxième voiture, et la troisième voiture, c'était donc la voiture de Marine. Un individu qui serait arrivé là par hasard se serait sans doute dit que Marine n'était pas seule chez elle. Ou alors c'est que la personne connaissait très bien les 3 voitures, puisqu'il y en a 2 qui ne tournait pas régulièrement et qu'il y avait la voiture de Marine. Donc il pouvait déduire que Marine était toute seule. L'hypothèse du tueur proche est appuyée par un deuxième élément. Les criminologues le savent, le meurtre à l'arme blanche est souvent révélateur d'un crime passionnel. Il y a des statistiques très objectives que sur 300 affaires d'homicide, à peu près 45% sont par moyen d'armes blanches, et sur ces 45%, 80% sont
des affaires des personnes proches, voire familles, des victimes. Donc à partir du moment où un crime est commis, tous les proches vont faire l'objet de vérifications de manière, à charge comme à décharge, qui est le but de l'information, pouvoir vérifier s'ils ont pu ou pas commettre les faits. Un à un, les membres de la famille Boisserand sont entendus. Mais certainement, j'étais soupçonné. Ma femme a été soupçonnée au même titre que moi, même les garçons, je veux dire, la famille proche, ce qui est logique. Mon emploi du temps a permis de dire que je n'étais pas là. Enfin, je veux dire, on n'en a pas reparlé après, les gendarmes n'en ont jamais parlé. Après vérification de son emploi du temps, Muriel Boisserand est mise hors de cause, tout comme ses deux fils. Mais si Loïs, le plus jeune, n'est pas suspecté personnellement, les gendarmes se posent quelques questions sur ses fréquentations. Car à l'époque, Loïs consomme du cannabis. Ils ont vidé, retourné ma chambre et ils croyaient vraiment que c'était à cause de ça, que j'avais des dettes et tout ça. Et je leur ai dit, j'ai aucune dette, je suis un gosse, je suis un enfant sage, un enfant sage. Je sais que je suis pas un saint, mais je suis un gamin de Chazet qui fume des joints le soir avec ses potes et voilà. Enfin, j'ai rien fait de mal, j'ai jamais eu. Je verrais pas pourquoi j'ai de dettes alors que je vends pas. Enfin, je suis pas le dealer de Chazet, je suis juste un petit consommateur de rien du tout. Envisageant un règlement de compte lié au trafic de drogue, les gendarmes s'attarderont longtemps sur cette piste. Mais elle se révélera totalement stérile. Les auditions sont ensuite étendues aux oncles, tantes, cousins, puis aux connaissances communes de la famille et aux amis de Marine, et enfin à ses camarades de classe, car ils étaient les premiers à savoir que Marine n'aurait pas cours cet après-midi-là, et qu'elle pourrait donc se retrouver seule chez elle. Chaque élève est entendu, tous doivent se prêter à un test ADN. J'ai été interrogé longtemps, et j'ai eu l'impression d'être inutile, quoi. Et on voit en face que les gendarmes, ils disculpent personne au début, donc c'est vraiment difficile. Les enquêteurs, en fait, ils cherchent le maximum d'indices possibles, mais ils cherchaient beaucoup d'indices physiques, quoi, des pas, les chaussures, ils ont beaucoup regardé les chaussures à un moment donné. Gaël possède justement une paire de chaussures de sport du modèle recherché. Mais le test de comparaison avec l'empreinte se révélera négatif. Pour chacun des amis, les alibis sont recoupés. Aucun soupçon sérieux ne résiste à l'examen. Le meurtrier pourrait-il être un prétendant ou un ex-petit ami? Cette passion que l'examen des coups met en avant, tout cela m'incite à penser que ça émane de quelqu'un qui pouvait avoir pour Marine de vrais sentiments d'affection et de tendresse. Tous les garçons qui ont eu une aventure avec Marine sont entendus. Parmi eux, les enquêteurs s'intéressent de très près à Ludovic, le dernier petit ami et conduit par Marine. Il connaît bien la maison, il savait que Marine n'avait pas cours cet après-midi-là puisqu'il était dans sa classe. Il avait tenté à plusieurs reprises de la reconquérir et on sait que Marine s'était montrée dure avec lui, même après la rupture. Au bout de 5 mois d'enquête infructueuse, Ludovic apparaît aux yeux des enquêteurs comme le seul suspect sérieux. Sans autre piste valable, il est placé en garde à vue. Ils m'ont dit, Ludovic, si tu es ici aujourd'hui, c'est pas pour rien, on n'est pas venu te chercher à ton domicile pour rien. Il faut que tu nous dises ce qui s'est réellement passé, puisque de toute manière, quoi qu'il arrive, ça continue, tu ne reverras pas la lumière du jour. Donc on a refait tout l'emploi du temps, ils m'ont dit que c'était intenable, tout ça, pour faire pression. Donc au bout des 24 heures, on ne mange pas beaucoup, on ne boit pas beaucoup, on est très faible. Donc ils faisaient pression, et à un moment, donc, je leur ai même dit que c'était moi, parce que je ne pouvais plus, quoi. Et donc les gendarmes m'ont dit non, Ludovic, si tu nous dis que c'est toi, il faut réellement que ce soit toi, il ne faut pas que tu nous dises ça parce qu'on fait pression ou quoi que ce soit. Ludovic a effectivement craqué sous la pression. Mais ses aveux ne suffisent pas. Les ultimes vérifications sur son emploi du temps ne permettent pas d'alimenter les soupçons qui pèsent sur lui. Après 33 heures de garde à vue, il est relâché. Reste une hypothèse, celle que les enquêteurs appellent d'habitude la personne X, un individu effectivement proche de Marine, mais dont elle n'aurait parlé à personne. Moi je pense qu'elle le connaissait, que nous peut-être pas, parce que moi je connais tous ses amis qui étaient au lycée avec moi donc,
Et je voyais pas, enfin, il n'y en avait pas un qui était plus dangereux que les autres. Je ne les connaissais pas tous, ses amis. Maintenant, bon, elle allait en boîte, elle allait à droite, à gauche, elle était quand même dans sa vie sociale de boîte de nuit aussi, enfin, comme tout enfant de 20 ans. Tout ce qui peut fournir des informations sur les fréquentations de Marine, ses états d'âme ou d'éventuels conflits est passé au crible. Son journal intime est saisi, ses factures de portable épluchées, tous les ordinateurs de la maison sont expertisés. En vain. Pourtant, sa famille reste convaincue que quelque chose a forcément échappé aux enquêteurs. Il y a plusieurs faits troublants, à savoir son emploi du temps, qui n'était pas fixe. Elle venait d'apprendre le jour même qu'elle n'avait pas cours l'après-midi. Savoir les lieux, faut connaître pour venir ici. Donc il y a tout un tas d'éléments qui font on se pose des questions sur l'entourage. Je comprends pas certains trucs, comme par exemple la porte qui n'a pas été fracturée, donc forcément qu'elle connaissait. On n'ouvre pas à quelqu'un qu'on connaît pas. On en parle toujours avec mon épouse. Muriel est persuadée qu'aussi c'est quelqu'un qu'elle connaissait. C'est pas possible. Jean-Marc, ce qui est exceptionnel dans cette affaire, c'est qu'on a une chronologie très précise des faits. On connaît l'heure du meurtre pratiquement à la minute près. On va donc demander des alibis à la minute près. C'est un avantage pour l'enquête. Oui et non. Parce qu'à 10 minutes près, l'alibi, il tient ou bien il s'effondre. Et c'est très difficile à vérifier. Il y a des alibis qui reposent sur des témoignages de tierces personnes qui ne sont pas toujours aussi précises ou qui mentent purement et simplement. Par amitié, par amour ou par crainte. Il y a eu beaucoup de personnes soupçonnées. Certaines ont été placées en garde à vue. Leurs alibis ont été vérifiés. Elles ont toutes été relâchées les unes après les autres. Est-ce qu'on pourrait les réinterroger aujourd'hui? Bien sûr. S'il y a des éléments nouveaux, c'est pas parce qu'on a écarté quelqu'un à un moment de l'enquête qu'on doit s'interdire de le réentendre et de vérifier un certain nombre de choses à nouveau. Est-ce que tous les témoignages ont pu être recueillis? Il faut croire que non, puisque l'affaire n'est toujours pas élucidée. Quelqu'un a peut-être vu quelque chose ou remarqué un comportement étrange dans son entourage aux alentours de ce 11 octobre 2005. D'ailleurs, après le meurtre, les enquêteurs ont surveillé les funérailles et les allées et venues au cimetière autour de la tombe de Marine. C'est un travail qu'on fait souvent quand on soupçonne un mobile passionnel, donc un lien affectif entre l'auteur et la victime. On va se concentrer sur des dates clés, la date de naissance de Marine, la date de sa mort, la Saint-Valentin, etc. Mais à notre connaissance, ce travail-là n'a fourni aucune piste sérieuse. Mais les comportements suspects ne se manifestent pas toujours là où on les attend. Après le meurtre, sur un site internet xénophobe, un auteur anonyme poste un message très troublant où il est question de la mort de Marine. Désormais, les enquêteurs vont devoir étendre leurs investigations sur la toile. Le matin du 12 octobre 2005, le meurtre de Marine fait la une du quotidien régional lyonnais. Dans les heures qui suivent, un site internet raciste, SOS France, le reproduit intégralement sous le titre « Marine, une de nos filles égorgée ». L'article va susciter une bien étrange réaction. Le 13 octobre, un poème dédié à l'innocence atrocement sacrifiée est posté sur le site. L'auteur l'adresse à Marine et signe du pseudonyme Monsieur Cyclopède. Ce poème ne sera découvert qu'un an plus tard par la criminologue Anne-Rachel van der Horst, alors qu'elle entame ses recherches sur l'affaire à la demande de la famille. C'est elle qui attire l'attention des enquêteurs sur le mystérieux cyclopède. C'était un poème soi-disant adressé à une personne qu'il ne connaissait pas, mais cette personne qui a écrit ce poème connaissait énormément de détails de la vie de Marine. On voulait rester toujours ensemble, comme deux enfants qui se ressemblent. Composé dans un style au lyrisme pesant, chargé de clichés romantiques, le poème évoque une idylle brisée par le départ de celle que l'auteur nomme « petite sœur ». Mais certains passages rappellent Marine de façon troublante. On ignorait qu'au bout du chemin, il y avait d'autres hommes, d'autres terres. L'auteur emprunte la métaphore du bateau, une des grandes activités familiales. Mais le bateau s'en va, il t'emporte loin de moi. Et la dernière strophe évoque étrangement les veines et la mort. On avait l'innocence dans nos veines, en se disant comme une chaîne qui nous retiendra jusqu'à la mort. Mais le temps a été le plus fort. Qui est le mystérieux cyclopède? Un illuminé qui aurait trouvé une inspiration morbide dans le meurtre de Marine? Ou bien quelqu'un qui la connaissait personnellement?
Sait-il quelque chose sur le meurtre? Y est-il mêlé? Mais le bateau s'en va et moi je reste là. C'est une piste qui est toujours en cours, qui fait l'objet d'investigations techniques et informatiques pour remonter et identifier la personne qui a pu laisser sur Internet un message abordant le thème du décès de Marine Boisseron. Il est possible de remonter jusqu'à l'auteur du message, mais SOS France a cessé son activité en août 2008. Et à notre connaissance, les webmasters qui géraient le contenu du forum se montrent peu coopératifs pour livrer les identités correspondant aux pseudonymes utilisés sur le site. C'est un site extrémiste, donc c'est pas un accès facile. Déjà, les webmasters ne donnent pas automatiquement les données sur les membres de la communauté. En refusant de divulguer ces informations, les promoteurs du site bloquent une piste potentielle pour l'enquête. Aujourd'hui encore, on ignore qui se cache derrière Monsieur Cyclopède. Quatre ans après ce mardi fatal d'octobre 2005, le meurtrier de Marine court toujours. Mais depuis quelques mois, l'enquête est repartie sur une nouvelle piste. Le 29 juillet 2008, le petit Valentin Crémeau, 11 ans, est poignardé de 44 coups de couteau à Lagnieu, dans l'Ain, à une 60aine de kilomètres de Chazé. Quelques jours plus tard, le meurtrier présumé est arrêté. Il s'agit de Stéphane Moitoiret, un sans domicile fixe de 49 ans. Il dit obéir à des voix, se croit en mission divine. Les gendarmes vont mettre en place une cellule d'enquête pour reconstituer les déplacements de Moitoiret et chercher des rapprochements avec des meurtres non élucidés. Et ils vont découvrir qu'il existe un lien entre Stéphane Moitoiret et l'affaire Marine Boisseron. Dans les derniers jours de juillet 2008, la France vit au rythme de la traque du meurtrier de Valentin. Le garçon de 11 ans a été sauvagement poignardé de 44 coups de couteau alors qu'il faisait du vélo dans une rue de Lagnieu, dans l'Ain. 3 jours plus tard, le 31 juillet, un couple de marginaux est arrêté. Stéphane Moitoiret est mis en examen pour homicide sur mineur avec acte de barbarie et encourt la réclusion criminelle à perpétuité. Son ADN a été retrouvé sur le corps de l'enfant. Sa compagne, Noëlla Ego, est poursuivie pour complicité passive. Lors de sa garde à vue, Moitoiret tient des propos incohérents. Il nie les faits, tout en accusant l'un de ses sosies d'avoir commis le crime. La presse s'interroge sur la personnalité étrange du meurtrier présumé. On découvre qu'il parcourt la France depuis des années avec sa compagne, demandant l'hospitalité à ceux qui croisent sa route. Le père Fred Gilles fait partie de ces bonnes âmes. Il est curé à Besnay, dans la région lyonnaise. C'est dans son presbytère qu'il a recueilli le couple Moitoiret-Ego un soir de février 2007, 18 mois avant le meurtre de Valentin. Ils avaient une tenue de marcheur, quoi. Hein. Pas sale, pas... Lui un peu hirsute et elle avec sac à dos, mais ils n'étaient pas ni trop voyants, ni trop pauvres. Ils ont passé la nuit ici. Le couple s'installe dans la salle de catéchisme. Le lendemain, lorsque Moitoiret et Ego quittent Besnay, le père Gilles découvre de bien curieuses inscriptions. Je vois sur ce tableau un gribouillon ou des choses, des écrits que je ne comprenais pas du tout. Qu'est-ce qu'ils ont voulu dire? Est-ce que c'est un message? Parce que je pensais que c'était vraiment une secte, quoi. En fait de messages religieux, les inscriptions font surtout référence au film La Guerre des Étoiles et au personnage du dessin animé Goldorak. Rien que de très inoffensif, à première vue. Je ne savais pas que, quelques mois après, eh bien, j'aurais eu affaire à ces criminels qui ont tué le petit Valentin. En août 2008, quelques jours après l'arrestation de Moitoiret, une cellule spéciale d'enquête est mise en place pour retracer l'itinéraire du couple et procéder à tous les rapprochements possibles avec d'autres crimes non élucidés commis dans la région. Très vite, les gendarmes évoquent un lien possible avec le meurtre de Marine Boisseron. Fred Gilles a accueilli le couple en février 2007, 18 mois après le meurtre de Marine. Besnay est à 20 km de Chazay. On sait que Moitoiret et sa compagne ont sillonné la région à cette période, mais pas s'ils sont passés à Chazay. 3 ans après les faits, c'est une toute nouvelle piste qui surgit.
Quand le procureur de la République de Bourg-en-Bresse l'évoque officiellement au mois d'août 2008, on se dit pourquoi pas, pourquoi pas. Le modus operandi nous paraît un peu différent de celui qui est intervenu pour Marine, mais pourquoi pas? On ne peut pas, au stade où nous en sommes, on ne peut pas dire a priori cette piste-là ne nous convient pas. On est aux aguets, on est dans l'attente et on est dans l'espérance. Il y a un rapprochement encore plus surprenant avec l'affaire Boisserand. Avant de s'établir à Besnay, Fred Gilles a été pendant 16 ans le curé de Chazet d'Azergues. Et il connaît très bien la famille Boisserand. Fait étonnant, c'est que c'est ce même prêtre qui a baptisé mes 3 enfants. Donc j'ai des liens quand même privilégiés avec lui. Au-delà des coïncidences, on relève un certain nombre de similitudes entre les deux affaires. Un meurtre sans mobile apparent, commis avec un couteau, des coups multiples portés sur le haut du corps, et un auteur droitier qui mesure au moins 1,70 m, la taille de Stéphane Moitoiret. Les enquêteurs ont fait toute comparaison utile sur les modes opératoires, sur le cheminement de ces meurtriers qui peuvent être réitérants, de manière à déterminer s'ils ont pu croiser à un moment donné la vie de Marine Boisserand ou s'ils ont pu se rendre sur Chazet d'Azergues. Le mode de vie errant du couple rend les vérifications difficiles. D'autre part, les déclarations de Stéphane Moitoiret doivent être prises avec prudence. Il présente de graves troubles psychiques et pourrait même de ce fait être reconnu irresponsable de ses actes. Mais pourrait-il être l'assassin de Marine? Pour la criminologue Anne-Rachel van der Horst, qui travaille pour l'avocat des Boisserand, c'est peu probable. En s'attaquant à Valentin, Moitoiret a cédé à une pulsion. Il avait besoin de tuer. Il avait trouvé, il allait tuer celui qui passait. Et c'était malheureusement ce petit garçon. Tandis que Marine, elle était chez elle, elle était dans une maison protégée, avec les fenêtres et les portes fermées. La probabilité que ce soit une personne comme Moitoiret, ou voire Moitoiret, me semble peu possible. Jean-Marc, à l'heure où nous parlons, les gendarmes explorent toujours la piste de Moitoiret. Est-ce que selon vous, il pourrait être le meurtrier de Marine? C'est une hypothèse très tentante. 2 meurtres au couteau, avec des coups répétés. Les victimes ont des profils différents. Mais les tueurs en série ne reproduisent pas systématiquement les mêmes modes opératoires. Mais il y a aussi des détails qui ne collent pas. Face à un inconnu, Marine se serait débattue, il y aurait des traces de lutte. Et puis je rappelle qu'il y avait 3 voitures garées dans l'allée. Quelqu'un qui ne connaissait pas les lieux n'aurait peut-être pas pris ce risque. En tout cas, avant qu'on puisse l'écarter, cette piste doit être rincée, essorée, asséchée. C'est ce qu'on appelle une enquête inversée. On part d'un auteur présumé et on essaie de le relier au meurtre. Dans le cas de Moitoiret, ces itinéraires sont difficiles à établir. Pas de domicile fixe, pas de téléphone, pas de carte bancaire. Là où il passe, il ne laisse aucune trace. Mais Stéphane Moitoiret a un visage marquant. Si quelqu'un l'a vu dans les environs de Chazet autour du 11 octobre 2005, il n'est pas trop tard pour qu'il se manifeste. Et même si Moitoiret n'a rien à voir dans le meurtre de Marine, il y a sûrement d'autres témoignages qu'on n'a pas encore recueillis et qui pourraient tout relancer. On n'a pas non plus retrouvé les 2 téléphones, ni le couteau, même 4 ans après. Il n'est pas trop tard. Malgré plus d'une centaine d'auditions et de nombreuses pistes suivies puis refermées, on dispose tout de même d'éléments concrets. Le lieu, la victime, le mode opératoire, autant d'informations qui peuvent nous permettre d'esquisser le profil du meurtrier. Depuis ce mardi 11 octobre 2005, le tueur de Marine n'a pas pu être identifié. Après 4 années d'enquête, que sait-on de lui et de la manière dont il a opéré? D'abord, l'heure du crime, autour de 16h36, selon la chronologie des appels téléphoniques. 10 minutes plus tard, la voisine, Madame Bory, voit un homme plutôt jeune, les cheveux châtains, au volant d'un monospace gris. Ensuite, l'arme du crime. D'après l'autopsie, c'est un couteau à simple tranchant, type Laïol ou Opinel, dont la lame mesure entre 10 et 15 cm de long pour une largeur de 2 cm. À ce jour, elle n'a pas été retrouvée. Enfin, près du corps, le meurtrier a laissé l'empreinte de sa chaussure de sport, dont les gendarmes connaissent la pointure et le modèle. C'est la seule trace laissée par le tueur. Pas de désordre, pas d'effraction non plus, Marine a sans doute ouvert elle-même à son agresseur. Le connaissait-elle? La criminologue Anne-Rachel van der Horst a justement travaillé sur le profil du tueur. Dans la criminologie,
on arrive donc dans un profil, un coup, peu de liens affectifs, plusieurs coups. De plus en plus, le lien affectif devient important entre l'auteur et la victime. Parce que ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'en fait, tuer quelqu'un avec un l'arme blanche, c'est très physique et c'est très intime. Il faut toucher le corps de l'autre. C'est pas du tout la même chose qu'avec un fusil. L'orientation des coups désigne un tueur probablement droitier, mesurant entre 1,75 m et 1,80 m, ce qui est cohérent avec la pointure de l'empreinte relevée près du corps. Quand on y réfléchit bien, qu'est-ce qu'on a dans cette affaire? On a la trace de pas, on a l'heure très précise effectivement du crime, 16h35, 16h36, on a les témoignages de Madame Bory et de son fils, et à part ça on n'a rien. Pas d'indices, pas d'ADN, strictement rien. Malgré l'absence de preuves matérielles, malgré les fausses pistes, les enquêteurs veulent croire que l'échec n'est pas une fatalité. Les enquêteurs qui ont travaillé des milliers d'heures sur ce dossier ont envie d'aboutir. Le temps, bien entendu, ne joue pas forcément en notre faveur. Il aboutit à un dépérissement des preuves, à une mémoire plus fluctuante chez les témoins. Mais parfois aussi, le temps nous donne ce petit grain de sable à l'encontre de l'auteur des faits, qui permettra peut-être qu'il commette une erreur et qui nous fera avancer dans l'enquête. Il y a un certain nombre de témoins qui peuvent revenir sur des alibis mensongers qu'ils ont pu faire. Il y a de nouveaux témoins qui peuvent se présenter. Tout n'est pas perdu et je pense que le travail que nous accomplissons actuellement finira par payer un jour ou l'autre et j'espère que ça sera le plus tôt possible. Le meurtrier commettra-t-il une erreur ? Sera-t-il confondu par un nouveau témoignage ou par la découverte d'un objet que l'on croyait perdu? Pour la famille, ce serait l'espoir de pouvoir enfin faire le deuil de Marine. On y pense en permanence, à chaque seconde. C'est la pire des choses qu'on puisse faire à une enfant, à une jeune fille qui n'a rien demandé. Je peux vous assurer qu'elle n'a rien demandé. C'est pas quelque chose qu'on puisse faire comme ça sur une impulsion. Ça s'est préparé, c'est pas possible. Donc il y a quelqu'un qui doit savoir. Maintenant c'est le moment de parler. 4 ans après, c'est bon, ça va, c'est bon. J'ai assez souffert. Ma famille a assez souffert. C'est vrai que tous les jours, enfin, la personne qui a assassiné ma sœur, tous les jours, je me demande comment elle fait pour se lever, quoi. En tuant ma sœur, il a quand même affecté beaucoup de personnes. Donc toute une famille qui a éclaté. Et ça, c'est pas normal. C'est pas normal. Éric Boisserand, vous habitez toujours ici, dans cette maison, où vous avez découvert le corps sans vie de votre fille. Malgré 4 années d'enquête, les gendarmes n'ont toujours pas identifié le meurtrier de Marine. Est-ce que selon vous, tout a été fait? Une grande partie a été faite, et il en manque, certainement, puisque de toute façon, pour l'instant, 4 ans après, on n'a toujours rien. De nouvelles investigations sont en cours. Tout n'a pas été fait, forcément, puisqu'on n'a toujours pas la réponse à la question que l'on se pose depuis 4 ans. Qui? Pourquoi? Avec votre avocat, vous continuez à vous battre, justement, pour que d'autres investigations soient menées. Quels sont vos espoirs pour que cette enquête avance? J'imagine que vous attendez de nouveaux témoignages. Exactement. C'est dans toute enquête la condition sine qua non pour avancer, pour savoir. Mon avocat est en permanence à côté de nous. On demande beaucoup et je pense qu'on demandera de plus en plus aux juges d'instruction, aux procureurs. Il faut qu'on fasse la lumière sur toute cette triste affaire. Éric Boisserand, merci d'avoir accepté de nous répondre et de nous avoir laissé tourner ici, chez vous, sur les lieux du drame.
Je sais que ça n'a pas été facile pour vous, mais c'était selon nous la meilleure manière de mieux comprendre ce qui a pu se passer ce mardi 11 octobre 2005 et de recueillir peut-être de nouveaux témoignages qui permettraient enfin, 4 ans après, de faire toute la lumière sur ce crime. C'est notre conviction profonde. Dans les affaires non élucidées, il y a de la malchance parfois, souvent des fausses pistes et toujours des zones d'ombre, mais jamais de fatalité. Bonsoir.